travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, des caméras infrarouges filment un poltergeist qui se déchaîne dans une maison. C'est vraiment flippant. Qu'est-ce qui fait bouger les chaises? D'où vient cette force? Des plongeurs se retrouvent face à un serpent de mer transparent. Waouh! Je n'avais jamais rien vu de tel. Et vient-on d'assister à un raid aérien sur une base souterraine cachée au cœur des montagnes? Ça a l'air vraiment sérieux. Les gens sur cette vidéo sont en grand danger. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai. des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Un manoir en France, dont la localisation est gardée secrète par ses propriétaires. Voilà pourquoi. Le 16 avril 2009, quelques minutes après minuit, une caméra de surveillance filme une vaste pièce. Nous sommes dans ce manoir français, dans ce qui semble être une salle de bal ou une salle à manger. Tous les meubles et toutes les chaises sont contre le mur. Quand soudain, C'est vraiment flippant. la chaise continue à se balancer quelques secondes jusqu'à ce que... Oh mon Dieu, elles ont toutes volé d'un seul coup. Je n'aurais pas aimé être là. Toutes ces chaises partent dans la même direction. Et je pense que ce n'est pas dû au hasard. La force invisible frappe à nouveau. On dirait qu'une onde de choc les propulse aux quatre coins de la pièce. La pièce retrouve un semblant de calme. Mais une nouvelle fois... Et l'enregistrement s'arrête. Peut-être que l'une des chaises a heurté la caméra, ou que quelque chose l'a arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait bouger les chaises? D'où vient cette force? La France compte plus de 40 000 châteaux historiques et de demeures seigneuriales. C'est 10 fois plus que la Grande-Bretagne. L'ingénieur Nick Householder se demande si l'histoire de ce lieu comporte des indices qui pourraient expliquer ce qui se passe sur la vidéo. C'est un magnifique manoir construit au 19e siècle par des industriels. Le propriétaire actuel a dit qu'il avait été abandonné. Il a donc installé des caméras de surveillance pour essayer de filmer des intrus. Mais au lieu de ça, il a capté des manifestations paranormales. Pour quelqu'un qui croit au surnaturel, l'explication la plus évidente serait qu'on est en présence d'un poltergeist. L'activité poltergeist est généralement associée à une personne bien particulière, souvent une jeune fille qui habite les lieux. Les adeptes affirment que la violente énergie qui se manifeste provient de cet individu. Mais cela fait 8 ans que la maison est vide lorsque la vidéo est tournée. Donc ce n'est pas un cas classique de poltergeist. Au début, on pourrait croire que c'est un tremblement de terre. Mais les meubles ne bougent pas tous, ce qui devrait être le cas si tout le bâtiment tremblait. Les tables restent où elles sont. Il n'y a que les chaises qui bougent. L'ingénieur David Wallace pense que ces chaises qu'on voit voler
pourrait être le tour de passe-passe d'un agent immobilier malhonnête cherchant à tirer profit de la réputation de maison hantée de ces grandes demeures françaises. Est-ce que ce que l'on observe ici peut être ce que j'appelle le phénomène Scooby-Doo, où certaines personnes désireuses de s'approprier une maison cherchent à persuader les propriétaires de partir. Donc, ils créent une supercherie à base de fantômes pour les effrayer. Un château français peut coûter moins de 380 000 €. Mais le château Louis XIV s'est vendu pour 275 millions d'euros en 2015, ce qui en fait la maison la plus chère au monde. Les plus beaux châteaux français sont très prisés par des acheteurs venus des États-Unis, de Chine ou de Russie. Il y a les aspects visibles de ce pseudo-paranormal et les aspects sous-jacents, comme la diminution de la valeur du bien, justement parce qu'il est hanté. Une histoire de fantôme convaincante pourrait faire baisser fortement le prix de cette maison. À certains endroits, les maisons hantées peuvent perdre 1/5 de leur valeur. Mais l'ancien inspecteur de police de New York, Connor McCourt, ne constate aucune preuve de tromperie. L'heure continue à défiler encore et encore, ce qui rend la vidéo crédible. J'essaie de voir s'il y a des fils de pêche, des choses comme ça, mais je n'en vois pas. Je pense que c'est vraiment ce qu'il s'est passé dans cette pièce. Nick Householder pense que l'électricité peut avoir un rôle dans cette supposée activité poltergeist. Des lumières qui vacillent, des odeurs de fils brûlés, les poils qui se dressent dans le cou. On peut expliquer beaucoup de choses grâce à l'électricité. En 1846, Angélique Cotin est une jeune paysanne de Bouvigny, près la Perrière, dans le département de l'Orne. Après un orage qui dura 8 jours, Angélique aurait développé d'incroyables pouvoirs. Des documents de l'époque rapportent que les chaises et les tables sont perturbées par sa présence, expulsées dans les airs comme les meubles sur la vidéo. Angélique est surnommée la fille électrique. Des docteurs et des scientifiques l'examinent. Plus de 1000 personnes sont témoins de ces étranges pouvoirs qui accélèrent son rythme cardiaque et la vide de son énergie. Elle n'a pas pu tout inventer. Tout le monde connaît les effets de l'électricité statique, mais dans un vieux bâtiment avec des fils en mauvais état, les effets peuvent être bien plus importants. Est-ce que de vieux fils dans les murs peuvent générer suffisamment d'électricité statique pour faire voler des meubles? Un poltergeist semble se manifester dans un manoir français. L'ingénieur David Wallace, chercheur au laboratoire de l'Université du Mississippi, vérifie si l'électricité statique peut faire voler des meubles en bois. Quand il est question d'électricité statique, on doit se concentrer sur le type de charge des objets concernés. Je devrais pouvoir reproduire le phénomène. On va voir. Wallace utilise un générateur Van de Graaff qui génère de l'électricité statique en frottant une courroie de caoutchouc sur différents matériaux, comme des chaussures qui traînent sur de la moquette. C'est ça. Très bien. Ça réagit plutôt bien aujourd'hui. La charge négative sur le dôme essaie de rejoindre la charge positive produite par la machine Van de Graaff en l'attirant. La sphère que je tiens est attirée. Je ressens bien l'attraction. Le bois n'est pas un bon conducteur électrique, mais Wallace veut tout de même vérifier s'il peut être sensible à un champ électrostatique. Nous avons réuni des échantillons de meubles en bois à plus petite échelle que ce que nous avons sur la vidéo. Wallace suspend les meubles miniatures au-dessus du sol
à l'aide d'un fil non conducteur pour être sûr que rien n'interfère avec son expérience. Maintenant que nos objets sont en l'air, nous allons amener notre générateur de champ électrostatique. Il peut aller jusqu'à 100 000 volts, donc on devrait pouvoir créer une jolie charge. Il faut être prudent, ce n'est pas dangereux, mais ça peut vous donner une bonne petite secousse si vous y touchez. Donc, pour éviter de prendre un choc électrique, je mets un gant de protection en caoutchouc. J'allume le générateur et je lance la courroie à faible vitesse. Comme vous le constatez, même à faible vitesse, on arrive à faire bouger les chaises qui sont à proximité de la sphère. Quand on augmente la puissance, on voit que la table qui est sur le côté commence à bouger à son tour. Au final, ils sont tous en train de bouger. Donc voilà, tous ces mouvements se produisent sous l'effet de la charge électrostatique de cette sphère. Nous venons de démontrer qu'un champ électrostatique peut déplacer une chaise en bois. Il a fallu 100 000 volts pour déplacer ces chaises minuscules. Mais le réseau électrique local n'est que de 230 volts. Même s'il y a tout un réseau de fils électriques défectueux cachés dans les murs, cela ne suffirait pas à fournir une charge suffisamment forte pour faire voler ces chaises d'un bout à l'autre de la pièce. Je suis tenté de croire qu'il y a autre chose, outre l'électricité statique. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces chaises? La personne anonyme qui a posté cette vidéo a indiqué que l'année suivante, le manoir a été détruit. Le mystère de ce qui s'est passé dans cette pièce reste entier. Dans cette histoire, aucune preuve de pratique malfaisante n'a été découverte. La demeure a été détruite depuis, et nous ne saurons probablement jamais ce qui s'est passé. Cet automne, C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est plein de trous pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D, tout découvrir. Nous sommes dans les monts Zagros, au sud de l'Iran. Le 14 novembre 2021. Dans une vallée, des camions s'arrêtent brusquement. Tout le long de l'horizon, il y a une vague de fumée très menaçante. Quelque chose s'élève des montagnes qui les entourent. Mais quoi? Quoi que ce soit, c'est très inquiétant. On comprend que les gens paniquent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui menace ces personnes? En tout cas, le danger semble bien réel. Un inquiétant nuage les entoure de toutes parts. Ça occupe tout l'horizon, pas seulement une petite partie. C'est comme si la chaîne de montagnes était en train de s'effondrer. Je pense qu'ils ne réalisent pas à quel point ça va vite. J'espère qu'ils s'en sont tirés, parce que c'est très sérieux. Nous sommes dans le sud de l'Iran, où les monts Zagros donnent l'impression de s'effondrer. L'historien militaire Marty Morgan se demande si cette catastrophe à grande échelle n'est pas en relation avec une base d'armement secrète cachée au cœur de la montagne. Ce qui se trame dans cette montagne, on l'ignore parce qu'on ne voit rien. Peut-être que c'est la preuve de l'existence d'un complexe souterrain. L'Iran dépense plus de 24 milliards de dollars pour son armée chaque année. C'est plus qu'Israël, son ennemi juré. Il est connu que l'État dissimule son potentiel militaire. Il prétend avoir construit des centaines de complexes dans des lieux que même les satellites espions ne peuvent pas repérer.
L'armée iranienne a des sites de tir de missiles et des complexes de recherche nucléaire enterrés très profondément sous ces formidables monts Zagros. L'une de ces bases souterraines abriterait plus de 100 drones équipés de missiles. Les autres pays sont très inquiets. Et les États-Unis, par exemple, développent des bombes perforantes capables de détruire ces complexes iraniens s'ils le voulaient. Mais on ne trouve aucun rapport de raid aérien américain ou israélien à cette date. La journaliste Amy Shira Teitel enquête pour savoir si ce nuage de poussière peut être la preuve d'un terrible accident nucléaire souterrain. L'Iran est l'un des nombreux pays qui cherchent à développer l'énergie nucléaire. Mais certains pays, comme les États-Unis et Israël, s'en inquiètent. En effet, la taille de certains complexes iraniens suggère qu'ils pourraient développer cette énergie à des fins militaires. Où en sont-ils de leurs recherches? Absolument aucune idée. Est-ce une explosion due à un essai nucléaire qui aurait mal tourné? Ou est-ce lié au développement de l'énergie nucléaire? Si c'est le cas, les personnes sur cette vidéo sont en grand danger. Pourvu que ce ne soit pas une explosion nucléaire. Parce que, si c'est le cas, toutes les personnes présentes dans la zone risquent d'être exposées aux radiations. Et en cas d'irradiation, elles pourraient mourir. Mais quand la géologue Kate Larsen étudie les relevés géologiques des environs, elle découvre un violent incident qui pourrait expliquer la situation. Ce que nous observons dans cette vidéo est le résultat d'un tremblement de terre, un énorme séisme de magnitude 6,4. Immédiatement suivi par un deuxième de magnitude 6,3. Imaginez un deuxième tremblement de terre à 1 minute d'intervalle quand vous pensiez être tiré d'affaire. Ça a déclenché toute une série de réactions différentes dans la chaîne de montagnes, comme celle qu'on voit ici, avec cette incroyable quantité de poussière brassée dans les airs. À d'autres endroits, il y a eu des glissements de terrain, avec des éboulements de gros blocs de pierre. Ces deux séismes vont provoquer 2 morts et 70 blessés. Ni les personnes sur la vidéo, ni celle qui a filmé n'ont été atteintes. Les dégâts ont été très lourds. Il y a eu de nombreux blessés en raison de la panique. Les gens essayaient de fuir de la zone car ils ne comprenaient pas ce qui se passait et ils ne savaient pas quoi faire. On imagine que le plus dangereux, lors d'un séisme, est d'être piégé dans un immeuble en train de s'effondrer, et c'est tout à fait justifié. Mais quand vous vivez dans une zone montagneuse, comme ici en Iran, les secousses peuvent provoquer des glissements de terrain dramatiques, à l'origine de l'effondrement simultané de pans de montagne entiers, avec une grande violence. Les montagnes sont essentielles, pour de multiples raisons. Malheureusement, de temps à autre, quand on s'y attend le moins, elles se retournent contre nous. Les secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseurs d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Nous sommes au large de Ticao, aux Philippines. Le 22 février 2015. La vidéo souvenir d'un plongeur nous offre une vision de cauchemar. Waouh! Je n'avais jamais rien vu de tel. C'est vide au milieu. Les plongeurs se rapprochent de cette chose qui semble avoir une bouche béante immense. Il est courageux de s'approcher aussi près. Je ne m'y serais pas risqué. Il a un côté spectral, comme un fantôme marin. On dirait qu'on peut voir au travers, et en plus, il change constamment de forme. La créature scintillante semble flotter, immobile, comme si elle attendait. C'est grand, c'est de taille humaine.
Les plongeurs, méfiants, ne savent pas à quoi ils ont affaire. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mais une chose est sûre, je ne serais vraiment pas rassuré si je me trouvais face à ça. Des plongeurs au large des Philippines rencontrent une créature sous-marine aux allures de monstre. Le biologiste Steve Potvin pense qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle forme d'une créature qui menace les océans depuis au moins 500 millions d'années. Ça peut faire penser à une méduse. Pour faire simple, les méduses sont très basiques. Elles n'ont pas d'yeux, pas de système nerveux, pas de cœur, pas de poumons, pas de sang. Elles n'ont pratiquement rien qui pourrait faire penser à un animal. Ce sont juste d'étranges créatures voraces qui flottent entre deux eaux. Bien qu'elles soient des créatures basiques, les méduses sont plus mortelles que les requins. La Fondation nationale des sciences américaines rapporte qu'entre 20 et 40 personnes sont tuées par des méduses chaque année rien qu'aux Philippines. Et beaucoup pensent que le véritable chiffre est plus élevé. Connaissant la dangerosité des méduses, je ne me serais pas approché. Chaque tentacule d'une méduse contient des milliers de cellules appelées cnidoblastes. Celles-ci contiennent des sortes de micro-harpons remplis de venin qu'elles peuvent déployer et qui pénètrent dans la peau de leur victime en un clin d'œil. Ce venin est suffisamment puissant pour provoquer un arrêt cardiaque en quelques minutes. S'il s'agit là d'une espèce de tentacule de méduse, les plongeurs feraient mieux de s'éloigner. Je n'irai jamais toucher quelque chose comme ça. Mais, selon la biologiste Kelly Price, cette étrange créature est un être multiple. Quand on y regarde de plus près, on voit que c'est constitué de cercles, comme des anneaux qui forment cette immense structure sous-marine qui ondule. C'est une colonie de fœtus. Ce sont en fait les œufs d'un calamar diamant. La femelle rejette une sorte de mucus qui prend du volume au contact de l'eau, puis elle lui donne la forme de cette structure cylindrique qui contient presque 40 000 œufs. Ces œufs de calamar sont inoffensifs. Mais une étude de 2021 publiée dans une revue scientifique américaine révèle que les parents calamars patrouillent près de la zone de ponte. Chez certaines espèces, les mères sacrifieront leur propre vie pour protéger leur progéniture. Si j'étais un de ces plongeurs, je resterais sur mes gardes, à l'affût d'une mère en colère qui voudrait peut-être protéger ses œufs. En septembre 2016, le plongeur Scott Cassell est attaqué par plusieurs calamars dans l'océan, au large de La Paz, au Mexique. Il lui brise le poignet en 5 endroits et l'entraîne vers le fond si rapidement qu'un de ses tympans se perce avant qu'il ait le temps de s'échapper. Les calamars diamants peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de long et peser jusqu'à 27 kg. Chacun des 8 bras d'un calamar, ainsi que ses 2 tentacules, comporte des centaines de ventouses. Chaque ventouse est surmontée d'un anneau de dents aiguisées comme des rasoirs. Ces tentacules leur servent à attraper leur nourriture, mais également à protéger les plus jeunes, un des instincts les plus forts dans la nature. S'il reste là, il risque de se retrouver avec un tentacule autour de la gorge. Il ferait mieux de ne pas provoquer la mer. C'est incroyable de se dire que cette chose regorge de vie. Je serais impressionnée d'en voir une pour de vrai, mais je garderai mes distances. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30.
à Canal D. Nous sommes à Myshkino, au sud de la Russie. Décembre 2020. Un camion apparemment ordinaire attend dans une cour enneigée. Le moteur tourne. Deux hommes s'interpellent quand soudain, la citerne est pulvérisée. On dirait que quelque chose est propulsé par les deux extrémités de la citerne, à l'arrière et à l'avant. L'homme derrière la caméra est projeté en arrière par l'onde de choc. Je suis surpris qu'il n'ait pas été blessé, parce qu'une grande quantité de débris a été projetée dans toutes les directions. Les hommes s'approchent pour essayer de comprendre ce qui a pu jaillir du camion avec cette force. Est-ce que c'était un véhicule civil? Est-ce qu'il transportait des bombes? À la frontière entre la Russie et le Kazakhstan, un camion semble exploser spontanément. L'historien Craig Gottlieb pense que ce camion à première vue quelconque pourrait être un véritable transformeur. Un véhicule apparemment ordinaire avec un objectif secret bien précis. Regardez attentivement l'explosion. On dirait qu'un missile est tiré depuis le camion et non pas sur le camion. Ça m'a fait penser à un lance-roquette. Souvent dans une guerre, le vainqueur n'est pas le plus fort, mais le plus sournois. Dans son ouvrage L'art de la guerre, datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, le général chinois Sun Tzu écrit « Tout art de la guerre repose sur la duperie ». Tout a commencé avec le cheval de Troie. Selon la légende de la Grèce antique, les Troyens se seraient fait tromper par une idole de bois secrètement remplie de guerriers qu'ils pensaient être un cadeau. Lors d'une insurrection, on fait les choses dans l'ombre. On essaie de camoufler ses armes. Alors ce camion serait-il un nouveau cheval de Troie? Est-ce que c'est une sorte de rampe de lancement? Les groupes de rebelles dissimulent souvent leur arsenal pour bénéficier de l'effet de surprise. L'IRA était connu pour récupérer des remorques ou des bennes qu'il modifiait ensuite, en découpant des ouvertures par lesquelles on pouvait faire passer des armes. C'étaient des véhicules de combat artisanaux. Cette tactique était tellement efficace en Irlande que l'IRA l'a utilisée en Angleterre. Ils ont approché un van équipé d'un mortier à environ 200 mètres du 10 Downing Street pour pouvoir atteindre le Premier ministre. En 1991, le Premier ministre John Major et ses conseillers échappent de peu à un attentat. Il y a eu une détonation et un missile a jailli du toit. 2 ou 3 roquettes ont été tirées de ce véhicule, qui a lui-même fini par exploser pour terminer en flammes. Il n'en reste rien. Vu de l'extérieur, il avait l'air d'un véhicule tout à fait normal. Mais c'était le but. Ils étaient à 2 doigts d'éliminer le Premier ministre et tous ses conseillers dans cette explosion. L'armée russe maîtrise à merveille les tactiques modernes de cheval de Troie. Elle leur a même donné un nom, Maskirovka, qui signifie déguisement. Leur méthode est de placer 4 missiles dans un container d'expédition standard qu'ils peuvent ensuite déposer sur un navire ou sur un camion pour l'envoyer n'importe où dans le monde. De cette manière, n'importe quel container peut devenir une sorte de missile guidé. L'un d'eux se trouve peut-être dans un port américain, sans qu'on le sache. Mais l'ancien analyste d'images de la police de New York, Connor McCourt, note un détail sur la vidéo qui lui fait penser qu'il ne s'agit pas d'une opération militaire.
En cherchant des indices, j'ai vu qu'il y avait un dépôt de neige ici, ce qui indique que la zone est bosselée sur le dessus. Cette citerne est très détériorée et elle aurait besoin de quelques réparations. McCourt pense que cette explosion est le résultat d'une tentative de bricolage malhabile. Je me demande si ces gars n'étaient pas en train d'essayer de redresser la carrosserie de leur citerne quand tout est parti en vrille. Matt Kutcher est expert en pyrotechnie depuis 35 ans. Il se demande comment ces individus ont essayé de réparer leur camion. Sur la vidéo, on voit que la citerne est un peu cabossée. Ils ont dû vouloir générer de la pression à l'intérieur pour rendre au métal une forme cylindrique. Ça n'a pas fonctionné. Regarde ça. On va voir si nous, on peut y arriver. Une explosion produit de grandes quantités de gaz extrêmement chauds qui se répandent très rapidement et augmentent la pression. En théorie, cette augmentation rapide du volume devrait rendre sa forme initiale au container. Kutcher veut faire le test sur un demi-cylindre de métal. L'explosion doit générer de la pression qui fera disparaître les bosses. Oui, exactement. Alors il nous faut des bosses. Ouais. Très bien. Un peu ici. Bien, voyons ce que ça donne. Prêt? Ouais. Ok, dans 3, 2, 1... Au sud de la Russie, un vieux camion cabossé explose mystérieusement de l'intérieur. L'expert en pyrotechnie Matt Kutcher pense que ces individus essayaient de redresser les bosses dans le métal en créant un choc depuis l'intérieur. Matt prend un morceau de carrosserie pour voir si une explosion depuis le dessous peut faire disparaître les bosses. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi et qu'ils ont pensé qu'en créant une explosion interne, les bosses disparaîtraient et qu'on retrouverait une jolie forme cylindrique. Ils avaient tort. Tu m'étonnes. Ça fait 35 ans que je fais ce genre d'expérience avec des explosions. Ne faites pas ça chez vous. Ok, dans 3, 2, 1... Das Vidania, comme ils disent là-bas. Allons-y. L'idée de départ est pourtant simple. Créer un choc sur un objet de métal cabossé depuis l'intérieur pour le redresser. Mais cela ne fonctionne pas, parce que la pression est bien trop forte pour être contenue dans le véhicule. Et les points les plus fragiles du métal finissent par céder pour qu'elle s'échappe. Les bosses ont fini par disparaître, mais le camion aussi. Je ne pense pas que c'était le meilleur moyen de se débarrasser des bosses sur ce véhicule. La Russie n'est pas vraiment réputée pour son respect des normes de santé et de sécurité. Donc, un grand nombre de personnes essaient de faire eux-mêmes ce type de réparation. Et cela malgré leur manque d'expérience. Ce sont des réparations à la russe. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai revolé dans les heures. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Nous sommes à Aracatuba, au Brésil, le 30 août 2021. Une caméra de surveillance filme un SUV qui démarre à vive allure. Qu'est-ce qu'on a là? Mais la voiture derrière n'attend pas pour se garer. Quoi? Il y a 2 personnes sur le capot de la voiture? Je rêve. Il semble bien qu'il y ait 2 corps face avant sur le capot du véhicule. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se coucher sur le capot d'une voiture en marche? À Paris stupide? C'est un canular?
Il y a des gens sur le capot de la voiture. Ce n'est pas la façon la plus sûre de rouler. Qu'est-ce qui se passe? Arakatuba est une métropole très dense, dont les rues sont souvent remplies d'une foule survoltée. Parfois, cependant, ces célébrations tournent au drame. Les carnavals au Brésil engendrent plus de 1000 accidents chaque année. Le journaliste Jeff Wise se demande si cette caméra n'aurait pas filmé une fin de soirée qui aurait mal tourné. Le Brésil est célèbre pour son carnaval ouvert à tous, pour ses fêtes et ses festivals. Peut-être que ce qu'on voit là est une démonstration de certains excès. Peut-être qu'il recherche juste le grand frisson. Mais l'ancien policier de New York, Connor McCourt, remarque quelque chose sur la vidéo qui le fait douter que ces cascadeurs en herbe soient en train de s'amuser. La voiture descend la rue, puis ce qui est très étrange, c'est que juste derrière, il y a un second véhicule. Et si on se rapproche, on voit une personne recroquevillée sur le capot, presque en position fétale. On dirait qu'ils se protègent. On dirait qu'ils s'accrochent pour sauver leur peau. Ils ressemblent plus à des victimes qu'autre chose. C'est probablement lié à des activités criminelles. Et ça a l'air sérieux. L'historien Marcus Archaud étudie les rapports de police de la nuit en question et découvre un événement choc qui pourrait expliquer la position de ces individus. Des braqueurs armés ont dévalisé 3 banques au Brésil et pris des otages. Certains braqueurs de banques dans cette ville du Brésil utilisent des otages comme boucliers humains. C'est un sort horrible pour ces innocents. Des gens pour qui c'était un jour comme les autres se retrouvent impliqués dans un des pires crimes imaginables. Aux premières heures du 30 août 2021, 20 hommes armés dévalisent 3 banques d'Arakatuba. Ils prennent des passants innocents comme otages. Et, chose qu'on n'avait encore jamais vue, ils les attachent sur le toit ou le capot de leur voiture volée. C'est leur réponse aux méthodes violentes de la police. Au Brésil, le groupe d'intervention de la police brésilienne s'appelle la BOPE, B-O-P-E. Et on peut dire qu'ils ne sont pas tendres avec les braqueurs de banque. Du coup, les braqueurs ont trouvé une parade. Ils prennent des otages qu'ils utilisent comme boucliers humains. Ce ne sont pas juste des paumés qui cherchent un peu d'argent. Toute l'opération est très bien pensée et très organisée. Ils utilisent des drones pour surveiller les mouvements de la police. Ils installent des mines équipées de capteurs de mouvement qui explosent dès que la police approche. C'est presque une opération d'ampleur militaire, ce qui est d'autant plus effrayant. Les braqueurs tuent sans aucune pitié. Un homme est abattu après les avoir croisés dans la rue. Le gang repère un témoin qui filme la scène et l'abat. Un autre passant va perdre ses 2 pieds et plusieurs doigts en sautant sur une mine. Ils ont également bloqué les accès à la ville avec des camions en feu et d'autres véhicules pour empêcher la police d'intervenir. L'un des gangsters est abattu par la police et au moins 3 sont arrêtés. Mais les autres s'enfuient.
Les otages sont libérés en pleine campagne et obligés de regagner la ville à pied. Les braquages dangereux et bien coordonnés comme celui-ci sont malheureusement devenus monnaie courante au Brésil. Au cours de l'année 2020, 525 établissements financiers brésiliens ont été braqués. Il n'y a plus de loi. Les êtres humains ne devraient pas vivre comme ça. C'est terrible de voir un homme se faire attacher sur le toit ou le capot d'une voiture pour que des criminels puissent s'enfuir sans se faire tirer dessus. C'est terrifiant.